Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier épisode de notre série consacrée à l'achat et à la vente d'un bien en LMNP. Dans cet épisode, nous nous intéresserons à deux situations liées à la fin de l'activité de location meublée, à savoir récupérer son logement, notamment pour y habiter soi-même, et bien évidemment le cas de la vente d'un bien affecté à une activité de location meublée. Commençons par le cas de figure dans lequel vous souhaiteriez récupérer le bien que vous avez exploité en location meublée. À ce sujet, il est important de noter qu'il est presque toujours possible de récupérer un logement loué, même s'il faudra pour cela respecter certaines conditions, qu'il s'agisse de mettre à jour votre statut auprès de l'administration fiscale ou de respecter vos obligations envers votre locataire si le bien est loué en vertu d'un contrat de longue durée. Intéressons-nous donc en premier lieu aux motifs qui vous permettront de récupérer votre logement si ce dernier est toujours en location au moment où vous souhaitez en reprendre possession, puisque, en toute logique, si votre bien n'est pas loué à ce moment, vous pourrez tout simplement cesser de chercher un locataire et n'aurez pas de démarche spécifique à accomplir auprès d'un éventuel locataire. Précisons ainsi, avant de rentrer dans le détail, qu'il est bien évidemment aussi possible de simplement atteindre la fin de la période de location si un locataire occupe le bien. C'est d'ailleurs la solution que vous devrez mettre en place si vous louez votre bien sur une durée déterminée, qu'il s'agisse de la location de courte durée, d'un bail étudiant ou d'un bail mobilité. Et même en cas de location de longue durée, vous pouvez également attendre que le locataire actuel quitte le bien avant de le récupérer. Mais puisque les baux de location de longue durée sont tacitement reconductibles, cela pourrait prendre quelques années, raison pour laquelle il est important de connaître les cas dans lesquels vous pouvez mettre fin à un bail de location de longue durée sans avoir à attendre que le locataire quitte le logement de lui-même. Avec un locataire de longue durée dans les lieux, récupérer votre bien ne pourra se faire que si vous avez un motif légitime et sérieux pour la reprise. Posons-nous donc la question de ce qu'est un motif légitime et sérieux qui vous permettra éventuellement de refuser un renouvellement de bail à votre locataire, car rappelons que, quelle que soit la situation, vous ne pourrez mettre fin au bail au cours de ce dernier et ne pourrez que refuser son renouvellement, sauf au cas d'un manquement de votre locataire à ses obligations qui vous permettra alors de demander la résiliation du bail. Cette éventualité mise de côté, il existe 3 motifs légitimes et sérieux qui sont notamment mentionnés à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023. Le premier est la volonté de loger vous-même dans le bien. En effet, tout propriétaire a le droit de vouloir retourner vivre dans un bien mis en location. Attention toutefois, il est impératif que le bien devienne alors votre résidence principale, car mettre fin au bail de résidence principale d'un locataire au motif que vous souhaiteriez pouvoir utiliser le bien quelques semaines dans l'année n'est pas un motif légitime et sérieux. Le deuxième est la volonté de loger un proche. Au sens de la loi, un proche est entendu comme un membre de votre famille, autrement dit les conjoints, les partenaires de Pacs, les concubins notoires depuis au moins 1 an à la date du congé, ainsi que les ascendants et les descendants du bailleur, ou ceux de son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin notoire. Le troisième est la volonté de vendre le bien. Attention, la vente du bien ne pourra être considérée comme un motif légitime et sérieux uniquement si les acheteurs du bien souhaitent s'y installer au titre de leur résidence principale et donc y vivre la plupart du temps. Si les acheteurs n'ont pas prévu de faire du bien leur résidence principale, ce qui pourrait être le cas s'ils souhaitent en faire leur résidence secondaire ou exploiter eux-mêmes une activité de location, il ne s'agit alors pas d'un motif légitime et sérieux. Cela ne vous empêchera toutefois pas de vendre le bien, car, comme nous vous le précisions dans le 2e épisode de notre série que nous avons consacré à l'achat d'un bien déjà loué, il est tout à fait possible d'acquérir, ou de vendre, un bien occupé par un locataire, puisque la vente d'un bien ne remet pas en cause le contrat de bail existant avec le locataire. De plus, en location meublée, le locataire ne dispose pas d'un droit de préemption en cas de vente, ce qui vous permet de le vendre à qui bon vous semble, sans que votre locataire ne puisse se prévaloir d'un quelconque droit pour l'acquérir en premier. Attention, dans certaines situations, récupérer votre bien ne sera pas possible, et ce même si vous disposez d'un motif légitime et sérieux. En effet, si à la date d'expiration du bail votre locataire est âgé de plus de 65 ans et qu'il dispose de ressources insuffisantes, ou s'il a à sa charge une personne remplissant ces conditions qui vit habituellement dans le logement en sa compagnie, vous ne pourrez pas récupérer votre bien. Ce principe connaît toutefois une exception, à savoir si vous proposez au locataire un logement à proximité correspondant à ses besoins ou si vous êtes vous-même dans la situation prévue par la loi, à savoir âgé de plus de 65 ans
et avec un plafond de ressources inférieur à celui pris en compte pour vos locataires. Du côté des démarches que vous aurez à accomplir pour prévenir votre locataire de votre volonté de ne pas renouveler le bail, vous aurez 2 obligations à respecter, à savoir délivrer un congé à votre locataire, sous la forme d'un courrier qui devra obligatoirement préciser les noms et adresses du bénéficiaire de la reprise, qui peut donc être vous-même ou un membre de votre famille, comme expliqué précédemment, et respecter un délai de préavis de 3 mois avant la date d'expiration du bail. Autrement dit, vous devrez avoir informé votre locataire au minimum 3 mois avant la date à laquelle le bail est censé prendre fin. Si vous manquez cette échéance et prévenez votre locataire trop tard, le congé restera valable, mais pour l'échéance suivante. En raison de l'importance du délai à respecter en matière de congé, n'oubliez pas de le notifier par un moyen permettant de prouver la date à laquelle il a été reçu par le locataire, date qui fera foi pour l'appréciation du respect du délai de préavis, comme une lettre recommandée avec accusé de réception ou encore un acte de commissaire de justice. Passons maintenant au cas de la vente d'un bien affecté à une activité de LMNP, éventualité qu'il est possible de considérer dans plusieurs situations, qu'il s'agisse d'un besoin de liquidité, de la volonté de réaliser d'autres investissements, ou encore tout simplement en raison du souhait du loueur de mettre fin à son activité pour le bien immobilier concerné ou en totalité. Or, mettre en vente un logement meublé demande de porter une attention toute particulière à certains points afin de s'assurer de pouvoir mener cette opération dans les meilleures conditions. Avant toute chose, vous devrez déterminer le prix auquel le bien immobilier sera mis en vente, et pour cela, il est capital de réaliser une estimation de la valeur du logement. Le prix à la revente d'un bien dépend de multiples facteurs, parmi lesquels les caractéristiques propres au bien, comme sa surface et sa localisation, mais également son état général, comme l'ancienneté et la conformité aux exigences de performance énergétique. D'autres éléments, comme la présence d'un locataire, la qualité du gestionnaire dans le cas d'un logement en résidence-service ou encore l'existence de travaux prévus par la copropriété et leur coût, joueront également un rôle. Enfin, d'autres données variables seront à considérer, comme les prix actuels du marché ou les éventuels changements de législation qui pourraient intervenir dans le futur et concerner l'activité de location meublée. Ces dernières joueront également un rôle important au moment de fixer le prix. Afin de bien prendre en compte tous ces points, il peut être alors judicieux de contacter un spécialiste de la revente de biens meublés d'occasion et de choisir le bon moment pour la revente. Et en matière de vente, ne permet pas non plus de vue la question de la plus-value que vous réaliserez et qui peut avoir un impact sur le moment que vous jugerez le plus judicieux pour vendre votre logement. Sur ce point, nous vous conseillons d'aller écouter le premier épisode de cette série, intégralement consacré à la question de la plus-value en location meublée non professionnelle. Profitons-en toutefois pour évoquer un cas particulier de plus-value, celui de la vente d'un bien en résidence-service, notamment si, au moment de votre investissement, vous avez bénéficié d'un dispositif fiscal, comme le Censi-Bouvard, qui a pris fin depuis la loi de finances 2023. Ce dispositif permettait aux investisseurs de bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 11% hors taxe du prix d'acquisition ou de revient sur une durée de 9 ans et dans la limite de 300 000 € d'investissement. Par exemple, pour un logement acheté 200 000 €, la réduction d'impôt est de 22 000 €, soit 11% de 200 000. Cette réduction d'impôt est ensuite divisée en 9 parts, soit 22 000 divisé par 9 égale 2 444 € à retrancher de ces impôts tous les ans pendant 9 ans. En contrepartie, la loi impose de ne pas rompre le bail commercial passé avec l'exploitant, et donc de conserver le bien au moins 9 ans, sous peine de devoir rembourser la réduction d'impôt obtenue à l'administration fiscale. Si vous souhaitez vendre un bien en résidence-service et que vous avez bénéficié de ce dispositif de défiscalisation, il vous faudra donc bien veiller à ne pas contrevenir à cette obligation. Autre subtilité, celui du remboursement de la TVA lors d'un investissement en résidence-service. En effet, l'acquisition d'un bien neuf ou en VFA dans une résidence-service permet à l'acheteur de bénéficier d'un remboursement de la TVA à hauteur de 20%. Mais tout comme pour le dispositif Censi-Bouvard, cet avantage est soumis à la condition d'une durée minimum de détention qui est de 20 ans. Si la revente intervient après 20 ans de détention, aucune régularisation n'est nécessaire. Au contraire, si la revente intervient avant, les conséquences dépendront de plusieurs facteurs. On distingue ainsi 2 cas de figure. Le premier est celui du remboursement de la TVA au prorata du temps d'exploitation, ce qui arrivera si un propriétaire souhaite mettre fin à son activité de location meublée et vend donc le logement en résidence-service qui était affecté, ou lorsque le bien est vendu à un acheteur qui n'a pas lui-même le statut de LMNP. En ce cas, c'est la durée effective d'exploitation qui va déterminer le montant de la TVA récupérée à rembourser, ce dernier étant calculé au prorata du temps restant pour atteindre les 20 ans d'exploitation. Par exemple, si un bien est vendu au bout de 5 ans, il sera nécessaire de restituer l'équivalent de 75%, soit les 15 ans restants, de la TVA récupérée. Le second est celui du non-remboursement de la TVA, ce qui sera le cas si le logement est vendu à un autre acquéreur qui va continuer l'activité de LMNP. Dans ce cas, le vendeur n'a pas à rembourser la TVA et le délai de 20 ans continue à courir pour l'acheteur suivant.
Par exemple, un LMNP vend son logement en résidence-service au bout de 6 ans à un autre LMNP. Dans ce cas, le vendeur ne devra pas rembourser la TVA et son successeur n'aura plus que 14 ans à exercer dans les mêmes conditions pour bénéficier d'un avantage équivalent. Dernier point qu'il nous faut aborder, celui des démarches à accomplir vis-à-vis de la fin de l'activité de location meublée, qu'il s'agisse d'une vente ou d'un arrêt de l'activité pour récupérer le bien. Dès que l'activité aura cessé, vous ne devrez pas oublier de le déclarer par l'intermédiaire de votre compte INPI. Selon votre situation, vous devrez alors indiquer soit la cessation de votre activité de LMNP si le bien vendu était le seul affecté à votre activité de location meublée, ou uniquement une modification si vous avez encore d'autres biens affectés à la location meublée. Par ailleurs, si vous avez déclaré une cessation d'activité de location meublée pour récupérer le bien ou y loger un membre de votre famille et que, quelque temps plus tard, vous souhaitez reprendre une activité de LMNP, vous devrez alors à nouveau enregistrer l'activité de location meublée sur le site de l'INPI. Vous pourrez alors récupérer l'amortissement non encore déduit, car ce dernier a une durée de vie illimitée. Pour le déficit généré par les charges, cela sera également possible, à condition que la remise en location intervienne dans un délai de 10 ans, qui est la durée maximale de report pour le déficit en location meublée. Notre épisode touche maintenant à sa fin, et avec lui s'achève notre série consacrée à l'achat et à la vente d'un bien en location meublée. Nous espérons qu'il vous aura permis d'en apprendre davantage sur les mécanismes et les points particuliers à garder à l'esprit selon votre situation, et vous retrouverons avec plaisir dans une prochaine série dédiée au monde de la location meublée. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.